Nouvelle analyse prospective des élections présidentielles en France en 2027, car l'actualité change constamment. Allons de l'extrême gauche à l'extrême droite. D'abord, contrairement à ce que j'avais annoncé dans la version précédente, il n'y aura pas de candidature Poutou, car ce dernier arrête la politique et crée une librairie d'extrême gauche. Mais en revanche, il y aura une candidature évidente de Nathalie Arthaud, comme il y a un candidat de lutte ouvrière depuis plus d'un demi-siècle. Ça pèsera très peu. Ensuite, il y aura une candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, en 2022, avait annoncé que c'était sa dernière. Mais tout porte à croire qu'il veut remettre le couvert. Qu'est-ce qui le démontre? Son omniprésence médiatique, ses provocations, ses attaques, tout cela indique qu'il est en campagne. Et qu'il essaie de rassembler notamment l'électorat des banlieues, en plus de l'extrême gauche classique. Il a utilisé la question de Gaza, qu'il aurait pu ne pas mettre en avant, de manière très intensive, pour rassembler un camp sur une thématique. Donc les successeurs potentiels comme Bompard et d'autres attendront. Et puis n'oublions pas que LFI a été mis en ordre de bataille avec une épuration, des gens qui ont été exfiltrés, Ruffin et les autres. Donc Mélenchon y va. Ça paraît évident. Sauf évidemment inconnu. Ensuite, Marine Tondelier a été réélue à la tête des écologistes avec plus de 70% des voix. Elle ira. Ça me paraît évident. Y aura-t-il un candidat du Parti communiste français, sachant que les chances de passer la barre des 5% sont nulles? Non, probablement pas. Est-ce qu'il y aura un candidat du Parti socialiste? La logique veut que oui. Alors qui? D'abord, il va y avoir des élections internes au Parti socialiste pour désigner le premier secrétaire. Aujourd'hui, c'est Olivier Faure, il est candidat à sa succession. Visiblement, il a des appétits électoraux. Est-ce qu'il pourra aller aux élections présidentielles, sachant qu'il a un charisme très limité, une cote de popularité très faible? C'est probable. Qui pourrait vouloir être candidat à sa place? On parle de Raphaël Glucksmann, qui avait fait un bon score aux élections européennes et qui, effectivement, ferait un meilleur résultat, a priori, selon les sondages, qu'Olivier Faure. Mais est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il pourra y aller? Est-ce qu'il voudra y aller? C'est déjà deux conditions très importantes. Si c'est Olivier Faure, il faut s'attendre à un score à la Hidalgo, c'est-à-dire un score extrêmement médiocre pour le Parti socialiste. Ensuite, il va y avoir le candidat du centre. Et là, il y a de nombreux appétits. Il y a au moins 3 prétendants. Il n'y en avait même plus au départ. La question ensuite qui se posera, c'est de savoir comment ils vont se déterminer entre eux. Est-ce qu'il y aura un congrès interne au centre pour désigner le candidat? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qui veut y aller? On a déjà Édouard Philippe à la tête d'Horizon. Ça fait longtemps qu'il se prépare. Il estime être le candidat le mieux placé. Les sondages laissent penser que c'est effectivement le candidat le mieux placé. En cas de duel face à Marine Le Pen ou face à Jordan Bardella, pour le moment, il gagnerait. Alors, pas 60-40, mais ça serait 53-47 par exemple. Donc, ça serait relativement large. Ça reste théorique, tout cela. Surtout à 2 ans avant l'échéance. Édouard Philippe estime certainement qu'il est le plus légitime pour porter ce camp. Il est issu de la droite classique, il a été le premier Premier ministre de Macron, il pense certainement être légitime. Il y a ensuite 2 autres candidats à cette fonction de candidat, si on peut dire. Il y a Gabriel Attal. Alors Gabriel Attal, aujourd'hui en rupture avec Emmanuel Macron, il a très mal digéré le fait de ne même pas être informé de la dissolution de l'Assemblée nationale, et visiblement Gabriel Attal se positionne plutôt sur du centre-gauche. À la différence d'Édouard Philippe, qui n'en parle quasiment jamais, il se place clairement dans une ligne anti-Rassemblement national. Donc c'est sa stratégie à lui. Et on voit bien qu'il veut y aller d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il ira contre Édouard Philippe? Est-ce qu'il y aura 2 candidats, au risque de se retrouver avec un duel Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Bardella? Ça paraît assez théorique tout cela. Donc Gérald Darmanin également est intéressé par cette candidature. Il l'a redit récemment. Est-ce qu'il pourra y aller? Est-ce qu'il pourra affronter ses adversaires en position de gagner? Ça paraît difficile. Ensuite, il y a la question de la droite, c'est-à-dire des Républicains, les LR. Il va y avoir là aussi des élections internes qui vont permettre de déterminer probablement le dirigeant du parti et surtout le candidat de 2027. Le duel est lancé, c'est Laurent Wauquiez contre Bruno Retailleau.
Retailleau, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, est le moins impopulaire des ministres en cours. Il y a une cote qui monte, et au sein des LR, il a une bonne cote. Ce qui fait que Laurent Wauquiez, qui lui aussi se préparait au présidentiel depuis longtemps, est en difficulté, droitisse le ton, si on peut dire, parce qu'il se sent menacé. Sur le papier, l'affrontement semble perdu. Retailleau a l'air d'avoir une longueur d'avance. Mais ça reste théorique tout ça. Donc, ça sera le Wauquiez ou Retailleau en fonction du résultat, certainement, de cette élection interne. Et on en saura plus à ce moment-là. Alors, plus à droite, Nicolas Dupont-Aignan a annoncé sa candidature aux élections présidentielles. C'est quasiment existentiel pour lui, notamment depuis qu'il n'est plus député. Il espérera certainement récupérer également sa circonscription. Mais en tout cas, il a annoncé cette candidature. Ça fera, je ne dis pas de bêtises, au moins la 3e. À condition, bien entendu, d'obtenir les 500 signatures. Ensuite, il y a le candidat du Rassemblement national, bien évidemment. C'est là où tout se joue à l'été 2026, selon le fait que Marine Le Pen est condamnée, ou pas, dans le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires. Au vu du dossier, de ce que l'on peut en savoir, la présence de Marine Le Pen aux élections présidentielles 2027 paraît très contrariée. Cette dernière a d'ailleurs annoncé qu'elle n'attendrait pas un résultat de la cassation pour se retirer de l'élection. En termes clairs, si elle est condamnée par la Cour d'appel, mettons en juin 2026, eh bien, elle ne se présentera pas, même si la cassation lui permettait. Elle ne peut pas prendre le risque d'attendre le premier trimestre 2027 pour savoir qui sera le candidat. Donc, elle a annoncé implicitement et explicitement que ce serait Jordan Bardella. Jordan Bardella s'est également positionné sur ce plan en disant que si Marine Le Pen était entravée, c'est naturellement lui qui irait à sa place, même s'il est très contesté en interne par d'autres. Le timing de 2 ans est très serré. Bardella est le seul candidat du Rassemblement national qui, dans les sondages aujourd'hui, existe vraiment presque à égalité avec Marine Le Pen quand il est testé. La logique veut que ce soit Jordan Bardella qui soit le candidat de 2027, sauf grande surprise de la Cour d'appel. Et puis ensuite, probablement, un candidat de reconquête. Là aussi, c'est existentiel pour ce parti qui, aux législatives, ne peut pas percer, qui a réussi aux européennes, mais ensuite a subi une scission, a perdu presque toute sa représentation parlementaire européenne. Donc la présidentielle est existentielle. Les sondages mettent un Zemmour à 4%. L'hypothèse est également que Sarah Knafo soit la candidate de reconquête et pas Éric Zemmour. Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Pour le moment, implicitement, c'est Zemmour qui s'y collerait. Mais ça va dépendre aussi de sa volonté d'y aller ou pas. Donc on ne sait pas à ce stade. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura un candidat à reconquête qui va tenter sa chance. Là aussi, en espérant les 500 signatures, qui restent le sésame toujours nécessaire. Alors, si maintenant, on regarde s'il y a d'autres candidats qui peuvent y aller, qui pourraient aller en piste avec des possibilités fortes ou des possibilités très médiocres de peser. On peut penser effectivement à des petits candidats souverainistes, mais on a l'impression qu'ils ne veulent plus y aller, qu'ils n'en ont pas les moyens, qu'ils n'auront pas les 500 signatures de toute façon. Donc ça exclut sans doute toute la myriade de candidats souverainistes potentiels. La question d'un Villepin est également posée. Certains affirment qu'il a envie d'y aller. Pseudonyme qui serait de centre-gauche, là encore, donc un espace extrêmement occupé. Si Villepin y va, là aussi, il laisse une possibilité importante d'un deuxième tour Mélenchon-RN. Avec une victoire du RN, compte tenu de l'image qu'a aujourd'hui Mélenchon dans l'opinion. C'est vrai que pour le Rassemblement national, le meilleur adversaire possible serait Mélenchon. Mais la barre est assez haute. Mélenchon avait presque atteint les 22% des voix en 2022, mais c'est dans un contexte différent. Sa cote aujourd'hui est autour de 12%. Il peut bien sûr y avoir un vote, utile à gauche qu'il fasse monter, mais l'image de Mélenchon s'est quand même considérablement dégradée. Donc c'est pas évident qu'aujourd'hui ça soit possible. La candidature de Villepin, à ce stade, je n'y crois pas. Mais c'est peut-être un effet médiatique qu'il utilise lui. Et puis alors des candidats de la ruralité, des petits candidats écologistes et autres, c'est tout à fait possible, mais ça ne pèsera pas sur le résultat de l'élection,
Ça me paraît assez évident. Donc voilà à peu près une projection des différents camps et des candidats potentiels. Il y a des sondages qui testent les différentes hypothèses. Le Rassemblement national est largement au-delà des 30% au premier tour dans tous les sondages, quel que soit le candidat qui soit proposé. C'est un avantage pour la victoire au second tour, mais ce n'est pas nécessairement suffisant, car il faut rassembler. Et pour rassembler, il faut aller vers le centre, ce qui, pour le Rassemblement national, implique de faire un peu, un grand écart. Alors, évidemment, si on prend maintenant la question des stratégies, les LR feront une campagne plutôt à droite, sans Buisson, mais sur une ligne un petit peu de rupture. Retailleau et Wauquiez sont partis dans cette démarche. Le Rassemblement national tend depuis plusieurs années à adoucir considérablement son discours au nom d'un principe de réalité et de l'idée qu'il faut rassembler. Donc, il peut écœurer une partie de son électorat de droite qui peut aller chercher ailleurs des réponses. Si c'est Bardella, l'électorat de droite peut rester au RN. Mais ça reste encore une hypothèse. Le centre va faire du en même temps à la Macron sans Macron. Ça me paraît assez évident. Voilà. Évidemment, tous les candidats du centre vont essayer de se démarquer de Macron. Ils seront à la fois les héritiers et en même temps les opposants, d'une certaine manière, au bilan du président sortant. Tout ça ouvre la question, évidemment, de 2032. Bah oui, parce qu'il faut se projeter aussi loin parfois. Il y aura donc le président sortant qui sera candidat. Si c'est le Rassemblement national, il sera candidat à sa propre succession. Le centre devra se réinventer. On ne sait pas d'ailleurs quel va être l'avenir de Renaissance, le parti de Macron, qui pourrait ne pas survivre évidemment derrière. Une refondation est évidente. L'évolution des LR qui peut, évidemment, selon les résultats, stagner ou remonter un petit peu la pente. L'avenir du Parti socialiste, qui est pour une évidence folle. Et puis le poids de LFI à partir de 2027, évidemment, et la succession, car elle finira par arriver, de Mélenchon. Honnêtement, je vous le dis, je ne suis pas convaincu qu'il y ait vraiment une succession politique à Mélenchon, dans le sens où il a ses caractéristiques, et je ne vois pas un Bompard, par exemple, être capable de peser. Je pense que le phénomène LFI est intimement lié à Mélenchon. Mais je peux évidemment me tromper. Donc voilà la situation à peu près. Qu'est-ce qui peut évidemment faire évoluer les choses ? Est-ce que des émeutes de banlieue, est-ce que d'autres événements non prévisibles pourraient faire évoluer les choses ? Pas nécessairement. Je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est dans une position de force, ce qui ne veut pas dire qu'il va gagner, mais que, pour le moment, il ne peut pas être menacé réellement sur son terrain. Le vote utile, lui, est favorable. Le vote d'habitude, également. Et Reconquête, à mon avis, ne peut pas réaliser à nouveau une campagne comme celle de Zemmour en 2022. Les raisons sont très simples. Il y avait un effet nouveauté de la candidature de Zemmour. Donc ça pouvait être un plus. Il n'y a plus d'effet nouveauté. Ça a déjà été fait. Et donc, derrière, les sondages tiennent compte de ce réel. Donc, recréer une dynamique, alors que ça a déjà eu lieu il y a 5 ans et que ça n'a pas fonctionné, c'est très compliqué. Donc, il y a un enthousiasme de ses partisans, mais ça n'est pas représentatif. La barre va être très difficile. Quant à Dupont-Aignan, je considère que c'est une candidature absolument inutile, honnêtement. Et donc après, comme je disais, les autres souverainistes probablement ne vont pas présenter de candidat, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce que peut-être que ce n'est même plus leur but, qu'ils sont dans du témoignage, voire même de la rentabilité de leur camp. En termes clairs, une rentabilité financière, tout simplement. Les positions d'Asselineau et de Philippot me paraissent de plus en plus éloignées de la possibilité d'une candidature présidentielle, pour dire clairement les choses. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Évidemment, c'est toujours une information qui est sujet à évoluer, lorsque des candidats vont se déclarer ou renoncer aussi à leur éventuelle candidature. On en saura plus déjà avec le congrès du PS et le congrès des LR. Ça permettra de savoir exactement où on en est, parce qu'on aura sans doute, à ce moment-là, le nom des candidats. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si Olivier Faure est réélu, et il est réélu confortablement, à ce moment-là, il sera probablement le candidat du Parti socialiste, sinon, ce ne sera pas lui. Mais ça va être très 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 compliqué en interne au sein du PS pour déterminer un candidat.
Et puis aussi, il y a les élections municipales 2026 qui peuvent permettre d'y voir plus clair aussi, en fonction des résultats qui peuvent avoir lieu.